En cette saison 2023-2024, Scène Vosges vous propose de découvrir l'un de ses artistes associés pour les 3 prochaines années, Thierry Collet. Mais qui est-il au juste ? Les gens qui ne me connaissent pas, je pense que c'est bien qu'ils sachent que je suis magicien. C'est comme ça que je me présente, mais pas que je suis aussi quelqu'un qui aime beaucoup le théâtre, qui aime beaucoup les histoires, qui aime beaucoup que la magie nous emmène sur des chemins qui ne sont pas uniquement des chemins du truc, de comment ça marche, mais ouvrent des portes. Moi, dans ma vie, même d'étudiant, je fais une fac de psycho, de philo, de sociologie, c'était un tronc commun sciences humaines et communication. J'ai aussi fait du yoga et puis je me suis intéressé un peu à des courants spirituels, de méditation liés au yoga par exemple. Donc, et puis quand j'étais enfant, ado plutôt, j'ai fait de la graphologie aussi, l'analyse de l'écriture, et puis je tirais les cartes de tarot. Donc j'ai un rapport, je dirais, au mystère et à la magie qui est très ouvert. C'est la première fois que Scène Vosges accueille un artiste associé dans la discipline de la magie. Jusque maintenant, ce sont des metteurs en scène et des chorégraphes qui ont mené une résidence. Mais au fait, c'est quoi un artiste associé ? Être artiste associé dans un lieu, ça peut vouloir dire plein de choses, suivant les relations qu'on a avec les lieux, mais en tout cas avec Scène Vosges, ça veut dire que pendant 3 ans, moi je vais pouvoir, il y a un volet, ce qu'on appelle diffusion, c'est-à-dire que je vais pouvoir jouer des spectacles du répertoire. J'ai des spectacles qui datent de 2009 ou 2010 qui vont venir en tournée. Il y a aussi un volet qu'on appelle action culturelle ou action de territoire. Donc je vais partir un peu à la rencontre des habitants, des gens de la région, à travers des stages, des formations, des répétitions publiques, puisque mes spectacles sont interactifs. Donc j'ai besoin que pendant les répétitions, il y ait aussi j'allais dire des gens qui viennent tester mes tours de magie et mes expériences. Il y aura certainement aussi un volet de formation professionnelle, que des professionnels du coin, que ce soit en magie ou en spectacle vivant, puissent venir découvrir, faire des stages de formation plus techniques, plus pointus. Et puis il y a un important volet de ce qu'on appelle de création, de soutien à la création. Donc je vais pouvoir, là, pendant 3 ans, répéter un spectacle, notamment un spectacle qui va s'appeler Le Congrès, qui sera créé à l'automne 2025. Donc on sera dans la dernière saison, la dernière année de résidence. Donc ça permet la résidence de phaser des choses sur un temps qui est relativement long, ce qui pour nous, compagnie, est génial, parce que souvent les lieux nous programment sur une soirée, par exemple, dans 1 an, mais ne vont pas tellement plus loin. Donc là, c'est super parce qu'on va développer une vraie relation de partenariat ensemble. Pendant la saison 2023-2024, avec sa compagnie Le Phalène, Thierry Collet va donc nous proposer 2 spectacles et 3 stages et ateliers de magie. Alors la saison 23-24, si on reprend un peu cette déclinaison diffusion, c'est-à-dire on va jouer des spectacles du répertoire. Donc je vais venir avec un spectacle qui s'appelle Dans la peau d'un magicien, qui est un spectacle vraiment théâtral et magique, où je retraverse des moments importants dans ma vie, où ma vie personnelle et la magie se sont un peu éclairées. Je raconte des moments, des temps d'apprentissage de la magie, ou des spectacles de magie que j'ai vus, ou des spectacles de magie que j'ai faits. Je montre mes tours de magie préférés, et je les mets en regard de ma vie personnelle, de ma vie familiale aussi, de la question du secret, du cachet, voilà. Donc c'est un spectacle théâtre et magie, je dirais. Il y a un autre spectacle, Je clique donc je suis, qui est Dans la peau d'un magicien, c'est une forme frontale, plateau, avec 400 personnes dans la salle, enfin un gros format. Et puis il y a Je clique donc je suis, qui va venir et qui sera plutôt ce qu'on appelle en décentralisation, donc autour, dans des lieux qui ne sont pas forcément des lieux de théâtre, avec des plus petites jauges, à peu près 70 personnes, et c'est donc une magicienne, Caroline de Vial, qui a repris ce spectacle que j'avais créé en 2014. Donc ça c'est super pour nous de pouvoir jouer aussi le répertoire. Je clique donc je suis, ça plonge les spectateurs dans un monde où les technologies numériques vont un tout petit peu plus loin que ce qu'on croit qu'elles sont capables de faire. Par exemple, les intelligences artificielles dans le spectacle, il y en a une qui s'appelle Sarah,
qui est évidemment une sorte de Siri de Apple un peu modifiée. Donc il y a la partenaire qui est juste une voix, il y a la partenaire de Caroline qui présente le spectacle. Et cette Sarah se met tout d'un coup à savoir des tas de choses sur la vie privée du public. Et puis, en général, Siri est plutôt polie, est plutôt serviable. Elle obéit quand on lui demande. Et là, Sarah devient un tout petit peu insolente et prend un tout petit peu le pouvoir. Et elle va jusqu'à virer la magicienne. Donc on plonge dans un monde où les technologies numériques dépassent un tout petit peu ce qu'on croit, ce qu'on pense possible. C'est une sorte de science-fiction magique. Voilà, c'est les deux spectacles qu'on va faire cette saison. En action culturelle, on va faire un atelier dans les Fab Labs, qui est donc ces Fab Labs, c'est ces structures numériques où on apprend à se servir notamment de machines de technologies contemporaines ou numériques, des imprimantes laser ou des imprimantes 3D, des découpeuses laser. Et là, c'est un magicien, Marc Rigaud, qui va apprendre aux gens, en se servant des machines du Fab Lab, à fabriquer des tours de magie. Donc c'est une façon ludique de découvrir ces outils du Fab Labs en n'y étant pas forcément accoutumé. Il y a un autre stage qui sera dirigé par Frédéric Lambierge, qui est mon assistant de création, qui s'appelle « Des tables tournantes aux tablettes graphiques », qui est un stage sur l'histoire du mentalisme. Le mentalisme est un genre de magie qui m'intéresse, qui me plaît beaucoup, où on donne l'impression qu'on va lire dans les pensées des gens. Donc c'est un genre qui est un peu à la mode avec les séries télé, voilà, c'est un peu dans l'air du temps. Et c'est un genre qui a été une discipline qui a eu différentes périodes de focus dans l'histoire de la magie et je dirais dans l'histoire du spectacle. Il y a eu une première période à la fin du 19e siècle où il y avait la mode du spiritisme, des tables tournantes, et où les gens pensaient qu'on pouvait converser avec les esprits. Donc il y avait des spectacles où on allait voir des médiums qui interagissaient avec les esprits et qui répondaient aux questions que les gens pouvaient poser à leurs chers disparus, qui étaient des sortes d'intermédiaires entre le monde d'au-delà et le monde d'ici. C'est vrai ou pas, on ne va pas débattre de cette grande question, mais en tout cas, il y avait des tas de faux médiums qui utilisaient des trucs de magie pour faire croire qu'ils avaient des pouvoirs. Donc dans ce stage, la première partie du stage, on va jouer au faux médium et on va faire apparaître des écritures sur des ardoises en donnant l'impression que c'est une matérialisation de l'au-delà. Voilà. C'est la première partie du stage qui interroge la croyance dans l'au-delà. La deuxième période, ça va être le milieu du XXe siècle, un peu post-Seconde Guerre mondiale, on va dire même, avec la rivalité, enfin le bloc Est-Ouest, Union soviétique, États-Unis, qui se regardent en chien de faïence, la guerre froide, et les espions, la période des espions aussi, qui vont être d'un bord et de l'autre. Et comment on va transmettre, comment les espions vont cacher et transmettre les informations. C'est la période des codes aussi, de dissimuler les informations dans les semelles des chaussures, enfin voilà. Et d'un côté comme de l'autre, les Américains, comme en Union soviétique, ils vont se dire on pourrait peut-être se simplifier la vie si on travaillait sur la télépathie. Ça serait une façon très simple et absolument invisible de transmettre les informations, puisqu'il n'y aurait pas de traces. Et d'un côté comme de l'autre, Est-Ouest, ils vont dépenser des sommes assez conséquentes et charger des laboratoires d'universités de travailler sur la question de la télépathie. Est-ce qu'on peut entraîner les espions à la télépathie ? Donc les magiciens de l'époque vont s'emparer de cette pseudo-croyance, on va dire, enfin si tant est que la télépathie existe, je ne sais pas, et fabriquer des fausses expériences qui vont valider, donner l'impression qu'on valide avec les mêmes outils qui étaient testés dans ces labos de sciences cognitives, mais en truquant les expériences et en les présentant dans le cadre de spectacles de théâtre, de spectacles de magie. Donc la deuxième partie du stage, c'est la télépathie existe-t-elle et les liens, on regarde cette période où à la Duke University, le professeur Ryan testait les espions et essayait de façon scientifique de prouver que la télépathie existait, et puis au même moment les magiciens qui truquaient tout ça, et comment les croyances un peu de la magie se frottaient aux fantasmes de l'époque. Et la troisième partie du stage, c'est sur les technologies numériques. Est-ce qu'aujourd'hui,
ChatGPT est capable de lire dans nos pensées, peut rédiger les trucs à notre place. Est-ce que les intelligences artificielles, à force d'accumuler des données, seraient en capacité de penser mieux que nous aujourd'hui? Est-ce que les mentalistes d'aujourd'hui ne seraient pas les intelligences artificielles? Voilà. La compagnie Le Phalène travaille donc à ce que la magie permette au public de naviguer entre son besoin de croire et de s'émerveiller et son désir de comprendre d'où ça vient et comment ça marche, et d'exercer son esprit critique. Son but est de faire de la magie un art qui questionne au-delà du truc, qui nous réveille plutôt que de nous endormir. D'ailleurs, pourquoi avoir choisi le nom Le Phalène pour la compagnie? C'est le nom d'un papillon? Alors c'est pas que un papillon, c'est le nom d'une des fées du Songe d'une nuit d'été. Titania, elle est entourée de fées. Et il y en a une qui s'appelle Phalène. Donc c'est une pièce, voilà, moi je viens du théâtre aussi, donc le Songe d'une nuit d'été, Shakespeare est un auteur et une pièce un peu fétiche dans laquelle il y a de la magie. Voilà, je trouve que c'était la deuxième raison. Et puis c'est le nom d'un tour de magie, la disparition de la femme papillon, qui a été inventé par David Devant en 1907, je crois. Et c'est un tour que jamais personne n'a refait, et que Devant a décrit dans un livre, Secret of My Magic. Il y a quelques lignes d'explication. Et je me suis toujours dit, un jour, je ferai ce tour. Déjà parce que personne ne l'a jamais refait, que c'est très complexe, et puis que c'est une sorte d'horizon de vie, quoi, d'horizon de vie, de se dire, allez, moi, c'est comme un défi qu'on se lancerait à soi-même. Un jour, je le ferai. Donc, j'ai nommé ma compagnie Le Phalène pour me rappeler qu'un jour, il va quand même bien falloir retrousser ses manches et le faire. Pourquoi personne n'a essayé de refaire ce tour? Il est vraiment si compliqué? Oui, parce que Devant le faisait dans son propre théâtre, donc ça utilise les dessous. C'était pas un tour qui pouvait pas partir en tournée. C'est un tour, je pense, qu'on pouvait faire aussi à un moment où l'éclairage de théâtre était moins développé qu'aujourd'hui. On avait des éclairages, on avait des rampes qui étaient de l'éclairage à gaz. Donc, je dirais la netteté, de l'image. Enfin, aujourd'hui, on est quand même habitué. On a des outils qui éclairent mieux aussi. Donc, je pense qu'il y a des illusions qui étaient plus faciles à faire à une certaine époque, d'une certaine façon. Et puis c'est aussi un tour qui n'est pas très rentable, très honnêtement, parce que cette jeune femme arrive déguisée en papillon, donc elle a des voiles, des ailes qui prolongent ses bras, et puis elle replie ses bras en forme de cocon, et là le magicien s'approche d'elle et instantanément elle disparaît. Donc c'est un truc qui dure une demi-seconde, hein, même pas. Donc on dépense énormément d'argent, énormément de temps, beaucoup d'énergie pour un truc, pof, ça se fait. Et puis dans le public, on dit oui, c'est cool, mais et après, il y a autre chose à nous montrer. Donc il faut quand même avoir beaucoup de temps dans sa vie, pour passer énormément de temps sur un truc qui n'est pas très rentable dans le fond. Ouais. Alors c'est toute la beauté de l'art, on peut dire, mais quand même. Alors pourquoi vouloir faire ce tour ? Parce que c'est le défi, parce que la magie, c'est quand même poursuivre les choses impossibles. Je pense qu'on court après des choses, on court après le miracle quand même aussi. Quand on fait de la magie, on n'est pas dans la magie, c'est pas possible. Parce que si on était dans la magie, si on croyait vraiment à ce qu'on faisait, on serait psychotique. Et c'est pas souhaitable, c'est souhaitable à personne. Et surtout pas, ça serait pas reproductible tous les soirs à 20h30. C'est-à-dire que si moi je veux que les gens éprouvent la magie, soient dans la magie, il faut que moi je sois pas du tout dedans pour pouvoir maîtriser. Si je fais semblant de mettre un objet dans la main et que je cache dans cette... Et si j'y crois vraiment, ça va pas marcher, ça peut pas le faire. Donc je pense qu'on court, je pense que l'étincelle initiale qui fait qu'on fait de la magie, c'est quand même qu'on en a vu, qu'on a envie du miracle, qu'on rêve de ça, qu'on a envie... Moi, je continue à acheter des tours, à lire des livres, et à chaque fois, je suis déçu. J'ouvre le paquet, et je vois le double fond, je vois le miroir, je vois le truc, et je me dis « Ah, je pensais que j'achetais un miracle, et en fait, j'achète une boîte à double fond. » Donc, quelque part, je continue à acheter des miracles, et je continue à être déçu que ce soit des doubles fonds et des miroirs. Mais en même temps, je les utilise et je suis très content quand les gens en face me disent « c'est un miracle ce que vous venez de faire » et donc je dirais que le gain que j'ai de ça justifie le fait que moi je souffre de ne pas vivre un miracle.
mais je le fais éprouver aux autres, donc c'est quelque part, ma névrose est satisfaite. Mais j'aimerais bien un jour quand même faire ce truc impossible du phalène. Quand tu vas voir d'autres magiciens, est-ce que tu reconnais tout de suite les techniques ou est-ce que ça t'arrive d'être bluffé? Ah oui, je suis régulièrement bluffé. Ah oui, je vais dans le congrès pour ça, pour voir des trucs de haut niveau. Je me dis, je suis allé au Festival d'Édimbourg, en Écosse, où il y a des spectacles de magie. C'est un grand festival de théâtre, mais aussi pluridisciplinaire. Et il y a un spectacle d'un mentaliste anglais qui s'appelle Luc Germay, qui est un grand mentaliste anglais. Et je suis allé un soir, j'avais retenu ma place, et j'ai absolument pas compris comment il faisait. Je suis retourné le lendemain. Je suis arrivé une demi-heure avant, je me suis dit, mais il doit avoir des compères, il doit aller voir des gens avant dans la foule, dans la queue, pas du tout. Et j'ai eu la chance, je me suis mis au premier rang et je me suis mis en position d'avoir très envie qu'ils me choisissent pour être sur scène. Je me suis dit, sur scène, je vais pouvoir un peu jeter un coup d'œil et j'ai eu de la chance, il m'a choisi. Donc j'ai passé une partie du spectacle sur scène et c'est affreux de le dire, mais le lendemain, la deuxième fois où je l'ai vu, il était un peu malade. Il a dû choper froid, j'en sais rien. Donc, on sentait qu'il était fatigué, et il a un peu moins réussi 2-3 choses. Et je le plains beaucoup d'avoir été malade, et je suis évidemment très empathique avec lui, mais j'étais tout à fait ravi qu'il fasse un peu moins bien ses tours pour pouvoir comprendre. Et j'ai compris, et c'était génial en même temps. J'ai admiré son ingéniosité, la grâce avec laquelle il présentait ça, la puissance, l'impact de l'effet. Ah ouais. Mais je suis retourné. C'était pas possible que je comprenne pas, ça m'énervait trop. Ça t'est déjà arrivé d'imaginer un nouveau tour, puis de te dire « Ah non, finalement, ce tour est impossible à réaliser ». Alors, il y a des tours que j'ai mis des années à trouver la bonne forme de ce tour. Il y a un tour dans Je clique donc je suis, qui vient cette année à Seine-Vosges, par exemple. Qui est la bonne incarnation, la solution d'un problème que je me posais depuis plus de 10 ans. En n'étant pas satisfait justement de la façon dont je pouvais répondre à cette question. C'est une expérience où les gens, il y a quelqu'un qui vient sur scène et puis qui va faire des choix. Et juste avant que la personne choisisse un objet, tout le reste du public reçoit par SMS la prédiction, le choix juste avant que la personne le fasse. Et je l'ai testé de plein de façons différentes, en ayant des gens face au public, et puis que ça soit projeté en vidéo, devant la table, sur la nappe de la table devant. Et franchement, ça ne marchait jamais. C'était jamais très probant, théâtralement, c'était pas intéressant. Et là, avec le SMS, c'est vraiment bien. Donc oui, il y a des tours, ça met du temps Dans La peau d'un magicien, le barman du diable, je le fais, mais c'est un tour sur lequel je travaille depuis que j'ai 17 ou 18 ans. C'est un tour fétiche. Et je ne l'ai jamais mis dans un spectacle parce que je ne savais pas trop comment le faire rentrer dans l'histoire. Et dans La peau d'un magicien, j'ai le droit de dire que je fais ce qui me plaît. C'est un des principes. Donc j'ai enfin pu le mettre. Et c'est un tour très particulier où on exauce les souhaits du public à partir d'une petite canette de jus d'orange, on verse. Déjà, on verse une dizaine de verres de jus d'orange, et puis après, les gens disent « Moi, je veux du whisky, je veux du champagne, je veux un jus de tomate, je veux du café chaud. » Et puis, de cette même canette, on exauce les souhaits de tout le monde. Donc, c'est cool. Il n'y a pas grand monde qui le fait aujourd'hui parce que techniquement c'est très complexe, il faut une logistique, en plus c'est des liquides, ça met du bazar partout, c'est vraiment un tour, il faut avoir envie de le faire, mais ça met une sorte d'ambiance très particulière dans la salle, c'est vraiment un miracle quand ça se passe, c'est vraiment très spécial. Mais il fallait le bon moment pour le faire, voilà. Quand tu invites des gens sur scène pour participer à tes tours, est-ce que tu dois pouvoir prévoir tous leurs choix ou est-ce qu'il y a une part d'improvisation ? Alors ça, c'est mes secrets. Après, je dirais qu'il y a les deux. Parfois, on anticipe beaucoup tous les choix possibles et puis parfois, on contraint sans que les gens s'en rendent compte ou on diminue
les choix possibles. On en élimine de fait un certain nombre. Il y a plein de techniques différentes. On retrouvera donc Thierry Collet les 21 et 22 novembre 2023 à l'Auditorium de la Louvière pour son spectacle « Dans la peau d'un magicien ». Le spectacle Je clique donc je suis est malheureusement déjà complet, mais on aura bien sûr le plaisir de retrouver la compagnie Le Phalène pendant les 2 prochaines saisons de Seine-Vosges. Si vous voulez voir les spectacles ou participer au stage de magie, les informations sont en description. À bientôt!